Cette semaine, à l'émission, on reçoit une ancienne danseuse, une chroniqueuse solitaire et un prof de sociaux pour parler d'isolement social, de solitude et d'isolement. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode sur la solitude, l'isolement. C'est comme des synonymes mais qui n'en sont pas. Il va falloir faire quand même des distinctions avec nos chroniqueurs. Je vois Patrick Ducharme opiner du bonnet. Bonjour Patrick. Salut Antoine. La sociologie s'intéresse aux gens seuls ou juste aux groupes? Ben non, elle s'intéresse. En fait, oui, il y a des sociologues de la solitude, je vais en parler un peu, mais je trouve qu'on s'y intéresse pas assez. Parce que souvent, les sociologues croient que la sociologie, c'est l'étude des relations sociales. Ouais. Mais on peut en faire une sociologie des gens seuls ou des d'un rapport aux absences de objets. relations aussi. Oui, absolument. Puis c'est vraiment fécond, là. C'est super intéressant. Là. Alors, ça sera en dernier segment d'émission aujourd'hui. On a très hâte de t'entendre, Patrick. Merci d'être là. Ça fait plaisir. On reçoit aussi, on reçoit, c'est comme tu es chez toi, là, ici, Marie Laliberté. Salut. Allô? Chroniqueuse au Verbe Média, photographe à tes heures aussi. Tu vis seule? Non. Ah! Non. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Ton attitude de madame là, qui vit entourée de ses chats. Et, Ah, oui. Une fois, je te taquine. j'ai déjà habité C'est correct seule. d'avoir des chats, hein, je tiens à le dire. Là. J'ai déjà habité seule, par contre. Puis Tu dois un t'être jour... bien, hein? Non, pas tant que ça. Puis un jour, il y a un chat qui est rentré chez moi, puis je fais, ça y est, on est choisis. J'ai été choisie. On s'est choisi. C'est ça. Je pensais qu'on achetait un chat, mais apparemment qu'on est choisi par un chat. Le chat nous possède. Le chat nous possède. Toi, Voilà. t'as un chat. Non, j'en ai plus. Non, je me ok, suis c'est libéré. C'est terminé. Marie, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? De solitude. Ah, tiens. Ouais, très original. Hein? Mais pas de manière sociologique comme Patrick. De manière chaotique. De manière comme Marie. chaotique, comme Marie. Ça va aller un peu dans tous les sens. Il y a plusieurs points. Je me suis inspirée d'un livre, je peux prendre ici, Ben ouais. un roman graphique, CQ, qui est un voyage dans la solitude contemporaine. C'est parce que c'est un phénomène quand même relativement nouveau. En tout cas, croissant. Tu auras des données pour nous dans quelques minutes. Ouais. Merci d'être là. Merci à vous. Toi? Et on a de la grande visite en ville aujourd'hui. Bonjour, ça y est. Salut, Comment ça va? ça va bien, merci toi. Yes, on est très heureux de t'accueillir sur le plateau d'On n'est pas du monde. On a entendu ton témoignage dans d'autres podcasts. On s'est dit, il faut inviter cette fille-là chez nous. Ça n'a aucun bon sens. Comment elle parle avec son cœur, avec son vécu. Et là, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. C'est juste ça qu'on va entendre. Oui, bien merci, je suis contente d'être là. Des fois, je me dis, je me répète trop. À chaque fois que je suis invitée quelque part, je raconte la même histoire. Je peux pas en inventer, c'est la même histoire, Ouais. mais chaque plateforme pose des questions différentes. Puis je réalise qu'à chaque fois, je réussis à partager mon histoire. Il y a toujours des bouts qui se rajoutent. Ah, ouais. Tu sais, c'est comme si à chaque fois, il y a des trucs que je peux raconter que j'ai pas raconté dans l'autre témoignage. Fait que c'est ça. Fait que j'apprends à chaque fois aussi. Puis ça rejoint des gens différents aussi, Exactement. selon les réseaux de chacun. Exactement. On est très heureux de t'accueillir. Bienvenue, On n'est pas du monde. Merci. Alors, sans plus tarder, allons de l'avant avec cet épisode sur la solitude. Marie Laliberté, bonjour, bienvenue à On n'est pas du monde. Merci, Antoine. C'est ta nouvelle passion, l'isolement. L'isolement, la solitude, a été inspirée par la pandémie. C'est pas vrai. C'est terminé, Terminé. Marie, depuis déjà quelques années. On ne parle plus de ça. Non. mais on parle encore de la solitude et de l'isolement. C'est vrai, c'est parce qu'il y a eu un isolement forcé. Tu fais bien de l'évoquer pendant quelques années, mais il y a eu une sorte de rupture sociale à ce moment-là qui ne s'est pas complètement résorbée. Il y a un phénomène croissant de solitude dans nos sociétés contemporaines, dans les sociétés occidentales. Ouais. C'est quoi l'ampleur du phénomène, Marie? C'est vraiment un phénomène qui est de plus en plus présent, puis c'est comme exponentiel. Il y a eu le dernier recensement Canada, là. au Canada, là, qui Ouais. est fait une fois aux 10 ans, je pense. Ouais. Là. Puis c'est vraiment... En 1981, Ouais. il y avait 1,7 million de personnes qui vivaient seules. En 2021, il y en a 4,4 millions, Quand même. quand même, qui vivent seuls. Alors, il y a quand même une proportion croissante aussi Croissante de la de- population
Je pense que c'est de 5 à 10 %. En tout cas, il y a comme une grosse croissance à l'ensemble du pays. Mais c'est pas vécu de la même façon partout sur le territoire. Je pense qu'au Québec, on est quand même... Au Québec, on est les champions, Yeah. une fois de plus, des gens qui vivent le plus seuls. Puis pourtant, c'est surprenant. On s'imagine, c'est les Québécois. Ça l'aime leur famille, ça l'aime être ensemble. Mais ça l'aime vivre seul, apparemment. Mais ouais. Je disais qu'il y a des villes comme Trois-Rivières ou Saguenay où c'est pratiquement la moitié des adultes qui vivent seuls, chacun de leur bord. C'est quand même beaucoup de monde. Là. On peut clairement faire un lien avec la crise du logement. Là. Si tout le monde vit seul, c'est sûr qu'il manque aussi. Là. Il y a des raisons pour lesquelles les gens vivent seuls. Des fois, c'est des bonnes raisons. Là. Mais c'est quand même intéressant de voir que si chaque personne a besoin d'un logement, ça fait beaucoup de logements. Ben ouais, ça fait quand même plus de... bon, Marie, on parle de solitude, d'isolement de manière un peu confuse depuis le début du show. J'aimerais ça que tu nous fasses un peu le ménage là-dedans, parce qu'il y a une solitude qui est, on pourrait dire, objective, genre quelqu'un qui vit seul, ou même, poussons à l'extrême, quelqu'un qui est isolé dans une cellule en prison, là, une cellule d'isolement même, là, pendant des semaines. Ça, c'est de la solitude objective, c'est clair qu'il est seul. OK? Mais il y a une solitude plus subjective, c'est-à-dire que quelqu'un peut être bien entouré, mais se sentir seul. Oui. C'est intéressant, il y a plusieurs manières d'être seul. Ouais. Donc, comme tu dis, cette solitude où on se sent seul, d'être entouré ou non. Tu peux être entouré et te sentir seul, comme être seul et te sentir seul. Tu peux être physiquement seul. Il y a aussi la solitude résidentielle, d'habiter seul. Ouais. Ça aussi, c'est une autre sorte de solitude, même s'il y en a qui vivent très bien. Il y a des gens qui habitent seuls et qui, pour rien au monde, voudraient habiter avec des gens. Il y a quand même des avantages à habiter seul, mais il y a aussi des conséquences. Est-ce que tu savais Non. que tu as plus de chances de mourir plus jeune si tu vis seul? Ah, mais pas de danger que ça m'arrive. Là, on est une dizaine sous mon toit. Une dizaine sur toi, tu vas vivre vieux. Non, je vais mourir jeune, mais pour d'autres raisons. Vivez-vous seul? Question indiscrète, Patrick? Moi, j'habite seul. J'ai 2 enfants en garde partagée et j'habite seul en tant qu'adulte et je dois dire que c'est quelque chose que j'apprécie. Ah ouais? Moi, je suis un introverti notoire et la solitude, pour moi, c'est un passe-temps. Je l'entretiens comme une plante, je l'arrose. C'est quelque chose, j'ai appris à apprécier quelque chose qui est mal vu des fois. Ouais. Donc, il y a plusieurs dimensions, bien sûr, positives et négatives à la solitude. Pour moi, c'est nécessaire. Mais est-ce que tu dirais que vivre seul t'amène à prendre des plus mauvaises décisions? Parce que, par exemple, pour ta santé, dans tes habitudes, parce que tu n'as personne autour de toi pour te juger. Te juger. C'est une très bonne question. Dans ton 4e sac de chips dans la soirée. Oui, c'est vrai que c'est une très bonne question. Tout à fait, oui. J'avoue que, en même temps, là, au niveau de, que ce soit l'hygiène de vie ou encore des habitudes, faut quand même avoir un réseau. C'est-à-dire qu'on peut habiter seul, mais ne pas se sentir seul. Et c'est là qu'il faut quand même avoir des gens avec qui discuter, sortir, faire du sport, faire du jogging. Moi, j'aime faire du sport avec des gens, des amis, ma conjointe. Donc, quand on a des gens à contacter, dans ce cas-là, c'est là où on va tempérer les mauvaises habitudes de la solitude. Ouais. Oh, oui. Ça y est, je suis curieux de savoir... Moi, j'habite en colocation avec ma meilleure amie, dans le fond. Puis, ça se passe bien? Ça se passe vraiment Mettons bien. qu'elle nous écoute pas, là. Ah, c'est sûr qu'elle nous écoute. Ça se passe super bien, surtout qu'on partage la même foi aussi, on va à la même église. Fait que je pense pour moi, c'était important où ce que j'en étais rendue dans mon cheminement d'habiter avec quelqu'un qui avait aussi ces valeurs-là. Parce que, vous grandissez ensemble, vous vous édifiez ensemble dans votre cheminement spirituel. Vous apprenez aussi de l'autre. On a 2 témoignages complètement différents. On vient de 2 backgrounds assez différents, mais autant qu'on se ressemble. Fait que c'est intéressant. C'est une aide pour toi là, de vivre avec elle. Ça t'aide vraiment. Oui, c'est ça. Puis en même temps, on est assez indépendante comme personne. Fait que, tu sais, on prend pas trop personnel si l'autre a besoin de son space, puis sinon, on est comme rendu un peu un vieux couple, là, je dirais. Mais ça, c'est bon de savoir, les gens avec qui on vit, qu'il y en a qui ont besoin, justement, plus introvertis de... Ma première coloc... Toi, t'es en colocation aussi, Moi, je suis en là. coloc avec 3 amis. Puis, c'est vraiment... il y a aussi ces 3 amies chrétiennes, donc ça l'aide, tu sais, dans la foi. Il y a une sorte de soutien que... Mais au-delà de la foi, Au-delà de la excuse-moi, foi, je t'interromps, il y a sûrement vous avez sûrement pas le même rapport à la solitude. C'est-à-dire, il y en a peut-être qui ont besoin de plus leur bulle, puis d'autres
qui sont... Bah, c'est pas grave. Moi, je suis la personne, par exemple, j'aime ça le matin, être en contact avec les gens, mais c'est pas le cas d'aucune de mes colocs. Donc, il faut que je garde tout à l'intérieur pour essayer de pas trop les déranger pour pas qu'ils aillent ça vivre avec moi. Moi, je suis vraiment physique, puis elle l'est pas. Elle pensait qu'elle l'était jusqu'à temps qu'elle a déménagé avec moi. Elle dit, je pensais que j'étais physique, mais elle dit, finalement, pas en tout. Fait que moi, je suis très, tu sais, je vais me coller à côté d'elle. Tu sais, je vais être assise à côté d'elle, il faut que je me colle sur elle, tu sais, ou comme, tu sais, je vais être plus contact. La bulle n'est pas la même, là, pas en tout. Non, c'est ça, mais en même temps, ça nous fait une belle complicité, puis, tu sais, on n'a pas besoin de se dire, laisse-moi de l'espace, ou ça se fait vraiment naturellement dans la maison, là, puis... Tu finis par le sentir. Tu le sens. Elle a besoin de son moment, on va la laisser respirer. C'est ça. Fait que, tu sais, j'ai ma chambre, moi, pour... Tu sais, elle sait, si je suis dans ma chambre, je suis dans ma chambre, puis ça, comme je dis, ça se fait naturellement, puis on a des horaires assez différents aussi, fait que, tu sais, ça se fait bien. Marie, ça doit être quand même variable d'une culture à l'autre, là, la solitude. Tu sais, je pense à certaines cultures plus collectivistes où les gens vivent plus ensemble, les familles sont ici plus serrées. On parlait justement de la différence entre le Québec et les autres provinces où il y a encore plus de gens qui vivent seuls ici. C'est quoi le rôle de l'environnement culturel là, dans... Le rôle de l'environnement culturel est vraiment important. D'ailleurs, le responsable de la santé aux États-Unis, je ne sais pas si c'est lui actuellement ou c'est lui qui était en 2023. OK. Le docteur Vivek Murthy. On le salue. On le salue. Parlait justement qu'il montre que les Américains ont sont de moins en moins engagés dans des lieux de culte, dans des endroits communautaires ou même dans leur propre famille. Donc, il y a vraiment cet engagement-là qui est de plus en plus lousse et qui c'est aussi une place aux États-Unis où les gens aussi vivent de plus en plus seuls. Donc, on remarque vraiment qu'il y a vraiment dans la société elle-même, dans le tissu, plus d'engagement. Puis ça, c'en est une autre sorte de solitude, qui est la solitude existentielle ou religieuse. OK. Quand tu te retrouves seul avec tes questionnements, puis au fond, si après, tu n'as plus d'endroit communautaire, tu es juste pris avec ces pensées-là, cette solitude-là, puis... Ou partager tes questions Ou sur partager le sens tes de la questions, vie. puis souvent, quand on est seul, ça peut être bien pour réfléchir, mais c'est important qu'à un moment donné, quelqu'un arrive et te fasse réfléchir, te pose des bonnes questions pour que tu puisses aller plus loin. D'ailleurs, c'est... on a de plus en plus de moyens de communication, le téléphone, le cellulaire. On pourrait penser que ça aide justement les gens à se connecter. On n'a jamais été autant en contact, mais il n'y a vraiment rien qui remplace l'interaction humaine. Puis ça, c'est fun, les petits moyens de communication comme ça, c'est pratique, mais à un moment donné, il faut un contact humain parce que sinon, être toujours seul, c'est pas bon. On pourrait dire aux gens qui se sentent seuls, ben, tu sais, fais un effort. Oui. Sors un peu ou apprends, ben, tu sais, prends exemple sur Patrick, apprends à vivre avec ta solitude. On a un modèle ici. Non, mais ça peut être tentant de dire ça à ces gens-là qui souffrent de solitude. Qu'est-ce que... Il y a un autre angle totalement fascinant pour voir ça, qu'on a tendance à voir justement, si tu te sens seul, apprends à vivre avec, c'est parce que tu n'es pas bien avec toi-même. Oui, c'est important d'apprendre à être bien avec soi-même, j'ai rien à dire là-dessus. Par contre, des fois, le sentiment de solitude qu'on reçoit, se sentir seul, peut être le même signal qu'avoir faim. OK, explique. Puis qui est, dans le fond, qui est un symptôme. Ce sentiment de solitude à l'intérieur de toi, de se sentir seul, est un symptôme d'un facteur extérieur qui ne va pas. Donc, par exemple, si tu as faim, ton corps t'envoie un signal, ben c'est probablement parce qu'il faut que tu manges, ou pourquoi j'ai envie de manger, c'est parce que je m'ennuie ou parce que je suis réellement en carence nutritionnelle. C'est le mot. On peut faire le parallèle avec les relations. Est-ce que je suis en train de me mettre en relation avec quelqu'un juste pour combler un vide? Exactement. Ou parce que c'est sain, puis dans le même sens aussi, c'est correct de ressentir la faim de relation. C'est correct de ressentir la faim aussi, la faim physique de temps en temps. On n'est pas pour se bourrer. Pour jamais avoir faim. Ouais, c'est ça. C'est important, des fois, qu'il y a un équilibre. Mais c'est... si tu prends à l'époque où les gens vivaient en tribu puis chassaient, si tu étais seul... Le bon vieux temps. Le bon vieux temps. On allait tuer les mammouths. Si tu étais seul, tu étais mort. T'étais mort. Je veux dire, entre toi puis le mammouth de 40 000 tonnes, genre. Fait qu'il y a quelque chose comme quasiment d'inscrit en nous, d'anthropologique. En nous qu'être seul, c'est dangereux. Ouais. Ça veut dire... Puis même... Maintenant, je veux dire, il n'y a plus de danger. J'appelle ça dans mon appartement. Les chances de me faire tuer par un mammouth sont pas mal inexistantes. Ouais, quand même. Par contre, l'isolement social, de se faire mettre en dehors du groupe,
Ça, c'est une alerte qu'on n'est pas bien d'être rejeté. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce que le groupe ne m'accepte pas? Il y a comme une lumière qui s'allume. Une petite lumière, là, donc on n'a pas envie d'être dans cette situation-là parce qu'on voit qu'il y a un danger à se retrouver dans cet isolement. C'était fort instructif, Marie-Lilberté. J'ai essayé. Ah ouais. Je dirais même plus, tu as réussi. On donnera les références peut-être à la fin de l'émission. Excellent Donc, livre. restez avec nous si vous voulez tous les détails des sources de Marie. Merci beaucoup. De rien. Ça y est, Golshin, bonjour, bienvenue, on n'est pas du monde. Merci. Tu es né à Montréal, Ouais. de parents iraniens. Tu as passé quand même quelques années dans les bars de danseuses. Oui, presque 10 ans. Une dizaine d'années, tu as commencé comme barmaid, puis tu as fini par danser toi-même. Exactement. Tu as aussi évolué quelques années dans l'univers de l'ésotérisme. J'aimerais t'entendre là-dessus peut-être ensuite. Mais tout ça a fini par te mener, attention, spoiler, à un chemin de rédemption. Oui. Ça, on se garde ça pour le dessert. Avant d'aller là, raconte-nous un peu tes origines. Dans quel milieu Commençons par le commencement, finalement. Oui, c'est ça. Bien, j'ai grandi à Montréal, puis mes parents immigré au Québec. Mon père était absent. J'ai grandi avec une mère monoparentale, puis... Avais-tu des frères et sœurs? Non, j'ai une famille, j'ai une demi-sœur OK. du côté de mon père qu'on a reconnecté récemment. Ah ouais. Donc, ça, c'est une belle histoire aussi. Mais j'ai grandi, je dirais que mes amis sont devenus ma famille, là. Il y a une famille qui habitait à côté de chez moi qui sont ma famille aujourd'hui. Fait que je dis vraiment, c'est maman, mon frère, ma nièce, mais c'est... Assez tôt dans ta vie que tu Oui, t'es vers senti 3. accueilli par cette famille? Oui, vers 3 ans. Ah là. ouais, OK. Je les ai connus vers l'âge de 3-4 ans. C'était mes voisins, puis c'est devenu ma famille. Fait que tout ce qui était l'expérience familiale, là, les chicanes de famille, les Noëls, nanana, tout ça, c'est avec eux que j'ai vécu ça, que j'ai eu une espèce d'idée de c'était quoi avoir vraiment une famille. C'est des gens qui font encore partie de ma vie aujourd'hui. Fait que ça, j'ai été vraiment bénie de ça parce que je pense que s'il n'aurait pas été là, mon parcours a été rough pareil, mais j'aurais eu une enfance assez seule. Oui, c'est ça. Je voulais te demander comment tu qualifierais ton enfance. Une enfance heureuse, bof? Ben, je te dirais le primaire, c'était comme normal. Là. Comme je dis, j'avais des amis, puis tout ça. C'est peut-être plus à partir du secondaire que ça a comme pris un tournant un peu plus dark. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu sais, t'arrives, tu veux te faire accepter, tu veux te faire aimer. Être inclus dans le groupe. Être inclus dans le groupe. Fait que j'avais une personnalité assez naïve. J'étais facilement influençable. À ce moment-là, j'étais trop jeune pour processer puis dire, mettre sur mot qu'est-ce que je suis en train de vivre, là, sans regarder en arrière que je peux faire ça. Mais c'est clairement que j'essaie de combler un vide d'un manque d'amour dans ma vie. Fait que, tu sais, d'avoir la validation des autres, ça vient vraiment comme combler ça. L'importance vraiment d'être accepté par le groupe. Exactement. Vraiment, Fait que Comment t'allais la chercher, cette validation? Ben, faire qu'est-ce qu'eux, ils faisaient, tu sais. C'est comme, OK, ben, eux autres, ils fument des tops, moi, fumer des tops, ils fument des joints, moi, fumer des joints. On va là, on fait ça. Bon, on fait du speed en fin de semaine, on va prendre un verre. Bon, les filles, ça couche déjà avec les gars. Ben, tu sais, c'est comme, c'est même pas des choix nécessairement rationnels que tu fais, là. C'est juste comme, Go with the flow, comme on dit en grec, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme, moi, j'ai pas grandi avec... J'ai pas vu d'autres choses, vraiment, tu sais. Fait que pour moi, c'était comme normal. Ouais. Ça, tu sais, j'étais à l'école, le monde fumait des tops, fumait des joints. J'ai passé le secondaire au complet à être high, tu sais. Fait que c'était comme... C'était ça qui était présenté devant moi, là. Ouais. Fait que c'était ça. C'était banal. C'était ça, la Oui. normalité dans le milieu dans lequel tu évoluais. Exactement. Ça a duré tout le secondaire, ce rythme de vie-là, ce ça style de vie-là? Oui, ça a duré tout le secondaire, puis ben ça lead vers... Tu sais, ça va de pire en pire, là, dans le fond, après. Fait que... après le secondaire, dans le fond, j'étais dans une relation abusive, beaucoup psychologiquement. Ah ouais. Puis encore là, je voulais plaire. Puis ben il y avait un mix de plaire puis t'avais peur. Tu voulais juste pas que ça soit pire. Fait que
te faisais juste embarquer en te disant qu'un jour, tu vas t'en sortir, qu'il y a quelque chose qui va faire que la personne va te lâcher, tu sais. Mais dans le quotidien, ta préoccupation, c'était de le garder tranquille. Genre, il y avait tout le temps ce petit OK, j'ai pas envie de l'énerver aujourd'hui, Ouais. fait que, tu sais, je vais juste comme Faire ce qu'il dit. faire ce qu'il dit, c'est ça, tu sais. Fait que, il y avait ça, puis en fait, ben, il y avait beaucoup le. Très tôt, les gens faisaient de l'argent, là. C'était comme, tu sais, je me tenais avec Comment? la fraude, tu sais, comme des vendeurs de drogue, non, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'était tout le genre de monde avec qui je me tenais. C'était ça un peu mon entourage. Fait qu'il y avait ce mindset de hustle, on va dire, là, déjà ancré. Puis, encore là, même si c'était pas ça nécessairement que je voulais, quand t'es là-dedans, tu sais, le monde disait, tu as toujours le choix. Oui, j'avais le choix, mais c'est comme si les autres choix, je les voyais pas, en fait. Fait que T'sais, t'avais fait pas vraiment le choix, finalement. C'est ça, c'est pas dans le t'avais- sens j'ai Ouais. pas le choix, puis j'enlève ma part de responsabilité Ouais. là-dedans. C'est que c'est comme les autres choix, je les voyais pas, ils étaient inexistants pour moi, tu sais. Ou c'était comme unreachable, c'est comme si ça avait l'air d'être trop distant de ma réalité Ouais. que moi, je pouvais pas aller vers, là, tu sais. Fait que je suis devenue barmaid dans un bar sportif, dans les clubs de nuit, tout ça. S'ensuit, je suis devenue barmaid dans un bar de danseuses. Puis là, tu faisais de l'argent comme le milieu dans lequel tu évoluais. Ouais. Ça, c'était atteignable pour toi, faire cet argent-là relativement facile. Je ne veux pas diminuer le travail des barmaids, mais c'est quand même payant. Là, comme Oui, univers. c'est ça. C'était payant. Puis, tu sais, comme je dansais pas encore, fait que pour moi, c'était comme, ben, C'est encore moral. c'était encore moral. Puis, genre, tu sais, j'ai pas besoin trop d'en faire. Puis, je fais mon argent quand même. Tu sais, je sors tes verres, puis je te jase, puis that's it. Je suis devenue barmaid dans les bars de danseuses. Puis après ça, je suis devenue danseuse sans contact. Il y avait un bar à Montréal seulement qui faisait ça dans le temps. Fait que je me suis dit, ben je vais commencer de même, tu sais. Puis je me suis dit, je vais jamais faire du contact. Puis là, finalement, je me suis ramassée dans le contact. C'est comme si c'est... Tu sais, tu le fais une fois, puis après ça, tu fais comme, OK, ben finalement, c'est pas si pire. Ben en fait, ce qui arrive, c'est que tu dissocies vraiment de ton corps. C'est comme si la dissociation prend vraiment beaucoup plus de place. C'est comme tu le fais, t'es comme, OK, ben là, c'est comme... C'est pas moi, vraiment. C'est ça. Tu sais, là, ça vaut plus rien. Tu sais, je l'ai fait. Fait que, ben, c'est comme si cette partie-là de moi, elle m'appartient plus. C'est bizarre à dire, là, Ben, mais... il y a plusieurs personnes qui vont être dans le milieu du travail du sexe ou qui vont consommer beaucoup. Est-ce que tu consommais pour vivre cette expérience-là, ce travail-là? Drôlement, je consommais pas sur mes lieux de travail. OK. Genre, je consommais à l'extérieur. Fait que moi, dans le fond, j'étais pas trop capable d'être saoule au travail ou d'être sur la côte. Tu sais, j'avais jamais touché à ça. Ça m'intéressait pas non plus. Fait que t'étais complètement consciente. Oui, je veux D'où pas la dire... la dissociation. Exactement. C'est comme c'est un des deux. Tu sais, soit que tu vas vers la drogue pour être capable de faire le travail ou soit que tu dissocies complètement de ton corps parce que c'est comme si tu prends pleinement conscience de qu'est-ce que tu es en train de faire, it becomes real. Tu sais. Puis là, ça devient trop vrai. Je dis pas que je me suis jamais saoulée au travail, c'est déjà arrivé, mais moi, c'était beaucoup... C'était pas ça ton mode. C'était pas ça. Moi, il fallait vraiment que je rentre quand même avec une tête sur les épaules, mais j'étais plus moi. Mais cette je suis pas capable de dire Dissociation. dissociation-là que tu faisais au travail, est-ce que ça te suivait aussi à l'extérieur du travail? Dans ta relation, par exemple, qui était malsaine. Oui, bien, ça suit dans tes choix, dans le fond, parce que tu vois plus la valeur de ton corps, tu vois plus la valeur de qui tu es. Fait que c'est comme la dissociation, c'est quand même dans les branches de l'isolement, je dirais. Fait que, tu sais, c'est comme... T'as plus cette valeur-là, tu te vois plus comme qu'est-ce que tu vaux vraiment. Sur le coup, encore, je pense que c'est plus en regardant en arrière aujourd'hui, en thérapie, que je suis capable de faire comme hey, je suis vraiment dissociée de mon corps, en fait, là. Puis ça crée vraiment que, même encore aujourd'hui, je me sens hors de mon corps des fois. Puis là, on est en train de faire le travail de reconnecter avec mon corps parce que pendant tellement longtemps, I was like out of it. Puis là, on essaie de recoller les ponts ensemble. Mais les danseuses entre elles, est-ce que vous en parlez de ça ou au contraire, il faut se montrer forte? De quoi on va parler dans ces territoires-là ou pas? Ça dépend des relations. Ça dépend quel genre de danseuse que tu étais, quelle personnalité que tu avais. Il y avait vraiment de tous les types. Je pense qu'il y avait des filles qui... Il y avait des filles qui aimaient
qu'est-ce qu'ils faisaient, tu sais. Fait que t'avais vraiment les clics de filles que eux, il y en a qui sortaient avec des pimps, puis tu sais, il y avait le gros mode de vie qu'eux faisaient vraiment la palette, qui faisaient la drogue. Tu sais, les drogués, tu le savais, ça se tenait ensemble. Ça faisait vraiment beaucoup de clics. Je pense que ceux qui étaient un peu plus terre à terre, on va dire, comme moi, j'ai eu des amis très proches dans le domaine avec qui je suis encore amie aujourd'hui. Qui sont encore dans le milieu? Non. OK, ils sont sortis aussi. Oui, c'est ça. On était peu, mais nous, on le faisait vraiment par survie. Là. C'était pas parce qu'on voulait s'acheter une Mercedes puis des sacs Louis Vuitton. Puis, tu sais, c'est pas pour juger, mais c'est dans le sens que on n'était pas dans cette même mentalité-là. Ouais. Fait que nous, nos discussions, je dirais, étaient plus terre à terre que superficielles. Je pense qu'on parlait pas trop des enjeux. Tu sais, on parlait de comment j'ai une mauvaise soirée, puis ça me gosse, puis on essayait de s'en sortir, mais en même temps, on n'était pas capable, tu sais, fait qu'on avait juste... juste... Il y avait des tabous, autrement dit, là. Des choses dont il ne faut pas parler. C'est un peu ça? Non, pas de mon côté, en tout cas. Pas avec mes amis, mais même mes amis qui n'étaient pas dans ce monde-là, j'étais assez ouverte avec ce que je faisais. Je pense que tout le monde voulait que je m'en sorte de toute façon, mais c'était plus... Il y avait une connexion, tu sais, de savoir qu'il y avait quelqu'un qui vivait la même chose que toi, puis elle était dans le monde aussi, puis elle était dans ce monde-là, puis elle avait une tête sur les épaules comme toi, ben tu sentais que je suis pas tout seul à comme... qu'il le fait pas pour des raisons superficielles, mais qu'on est là parce qu'on a faim puis on veut payer nos billes, tu sais, puis c'est comme si on voyait pas d'autres options, mais quand t'es deux qui voient pas d'autres options, ben on se réconfortait plus que d'autres choses, là, sûrement, mais... T'étais-tu en couple, ça y est, pendant ces années-là? J'ai été en couple pendant ces années-là, oui. Puis comment ça se passait? C'était toxique, là. Il n'y avait rien de sain là-dedans. Je veux dire, encore là, pour moi, je pouvais pas dater nécessairement quelqu'un qui comprenait pas ce monde-là. Fait que c'est sûr que chaque personne que j'ai datée, il y avait des tannants là-dedans, mais en même temps aussi, tu sais, des personnes qui, comme moi, faisaient des trucs par survie. Tu sais, j'ai eu un copain qui n'était pas nécessairement tannant, mais il vendait, puis c'est ça. C'est ça le milieu dans lequel il avait grandi? Ou, ben oui, tu sais, mon mind allait pas vers dater un monsieur comptable. droit. C'est ça, exactement. C'est l'exemple que je donne tout le temps. Excusez les comptables. Mais non. Mais c'est ça, mais c'est comme, tu sais, je vais dans la vie normale, on va dire, là, pour moi, puis je me présente, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Même si j'étais ouverte avec qu'est-ce que je faisais, il n'y avait pas un gars qui m'aurait pris au sérieux, là. Puis avec raison, c'est correct, c'est pas nécessairement qu'ils veulent juger ou... Mais, tu sais, pourquoi tu irais sortir avec une danseuse? Tu peux sortir avec une fille qui se monte pas le corps pour vivre, tu sais. Ouais. J'ai entendu dans une des entrevues que tu as faites ailleurs qu'il y a un gars, une fois, un de tes conjoints, là, je sais pas à quel moment, mais t'as dit, si tu meurs, personne ne va s'en rendre compte. Ouais. Est-ce que tu le croyais quand il disait ça? Est-ce que tu acceptais ça? Est-ce que tu te rendais compte que c'est vrai, je suis complètement seul? Ou tu as fait, hey, non, c'est pas vrai, j'ai des gens qui vont s'en rendre compte si je meurs? Je pense que sur le coup, j'ai juste comme trouvé ça vraiment méchant qu'il m'a dit ça. Là. J'étais comme, tu sais, ça se dit pas des affaires de même. Mais je pense que ça a planté une semence que comme inconsciemment, c'est un mensonge qui s'est comme planté, puis qui est comme resté là, puis que j'ai commencé peut-être à y croire avec les années. Pas que... J'ai jamais pensé que si je meurs, tout le monde s'en foutrait, mais j'ai complètement oublié ma valeur. Là. Je pense qu'encore aujourd'hui, je travaille là-dessus. Ça y est, Golshin. Bon, tu as eu les années dans le monde des bars de danseuses. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, t'en es sorti? J'ai rencontré quelqu'un OK. dans les bars. Puis lui était sécurité, en fait. OK. Fait que c'est une drôle d'histoire, mais pour en faire une histoire courte, lui, c'était la première fois qu'il allait dans un bar de danseuses tout court. Là. Il travaillait pour une agence de sécurité. Il ne s'attendait pas à se ramasser là, ce soir-là. On s'est croisés. On a eu un intérêt un envers l'autre. Puis, c'était vraiment un bon gars, là. Ça, c'était vraiment... C'était pas un tannant. C'était vraiment juste une bonne personne.
Puis là, j'ai vraiment fait, OK, là, ça, par exemple, je suis pas à l'aise de le faire. Puis non seulement que c'était une bonne personne, on était dans le même bar, là. Tu sais, on travaillait dans le même bar. Fait que là, j'ai fait, ben je pense que là, je suis prête à arrêter de faire ça. Est-ce que c'était la première fois depuis un bout où tu étais regardée autrement? C'est-à-dire pour ce que tu étais, où tu redécouvrais ta valeur intrinsèque? Il y avait quelque chose, tu sais, je veux dire, la relation n'a quand même pas marché. Je dirais des relations saines, des fois, qui se finissent quand même. Mais ça a été vraiment la première fois où ce que je me sentais pas, en fait, sexualisée par quelqu'un. Je dirais que c'est une des seules fois, que je me suis sentie comme ça. Wow. Et a commencé un cheminement de recherche de sens, un cheminement spirituel aussi. Raconte-nous par où tu es passé dans ce cheminement-là. Oui. Fait que dans le fond, après avoir sorti des bars, c'était fin 2019. Fait que c'était juste avant que le COVID commence. Fait qu'il y a eu une période d'isolement là, pendant 6 mois où je suis restée chez nous. Ce qui me faisait du bien. Moi, j'étais contente. Après avoir passé autant de temps dans les bars, j'étais comme merci. J'étais comme, ouais, je voulais rien. Moi, je te dis, moi, je sais qu'il y en a qui l'ont vécu vraiment de façon difficile, mais moi, ça a été une bénédiction pour moi d'être seule, de ne pas avoir à travailler. Je passais mes journées à faire du ménage, à me faire de la popote, puis à prendre des recettes. Puis j'étais comme, tu sais, de ne pas avoir personne qui te... Une vie de rêve. Ah, vraiment, franchement, c'était la vie de rêve pour moi. Je suis très consciente que c'était pas facile pour tout le monde. Mais de mon expérience, moi, ça a été une très belle expérience quand même. On peut comprendre, ouais. Par exemple, d'un autre côté, j'ai commencé à rentrer dans tous les trucs spirituels du New Age. Donc, j'étais beaucoup dans le tarot puis dans l'astrologie. C'est deux choses que j'étudiais beaucoup. Pourquoi tu es allée vers ça? Qu'est-ce qui t'attirait là-dedans? Je sais comme pas trop comment ça a commencé. Je pense qu'il y a eu des influences autour de moi sur Internet, des trucs comme ça qui ont commencé à comme m'attirer. J'étais en recherche spirituelle. Là, j'ai commencé à croire qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi. Mais tu sais, comme Dieu, mais genre pas nécessairement une personne. Tu sais, c'était vraiment juste comme l'univers. Une énergie, quelque chose. Je l'appelais Dieu, des fois je l'appelais l'univers, des fois je l'appelais d'autres choses. Fait qu'il y avait comme cette recherche-là spirituelle où ce que je voulais faire un sens de ma vie parce que là, ben, dans le fond, je savais pas où ce que je m'en allais. Fait qu'on dirait que j'ai comme été me réfugier là-dedans pour chercher un sens à ma vie. Ben là, maintenant, je suis plus une danseuse. Je fais quoi? Tu sais, c'est quoi mon... C'est un point tournant vraiment dans ta vie 100%. professionnelle, en quelque sorte, donc dans toute ta vie aussi. Exactement. Mais ça m'a amené vers un autre... roller coaster d'aventure. Puis c'était vraiment des expériences spirituelles qui étaient vraies. J'ai vraiment vécu des trucs, tu sais, comme de la paralysie du sommeil. J'ai fait beaucoup d'insomnie. Pendant 2 ans, j'ai fait de l'insomnie vraiment intense. Des peurs qui ont commencé à apparaître que j'avais pas avant. Fait que j'ai vu un côté dark de la spiritualité. Puis je sentais que ce que je recevais, c'était d'une source qui était pas nécessairement... saine. Mais ça paraît pas quand t'es dedans. Ça a l'air très love and light, puis ça a l'air très comme... mais c'est très éphémère. On parle même de l'industrie du bien-être. Hein, exactement. C'est ça qui est... C'est vraiment un mensonge déguisé en bien-être, mais qui... Oui, c'est le self-help, le self... c'est très self-centered. Ah ouais. Puis tu réalises que même ça va vers l'isolement beaucoup. Puis tu réalises que tu peux pas faire ça de la vie tout seul, en fait. Tu as vraiment besoin de gens autour de toi. Mais cette espèce d'idée qu'on peut tout faire tout seul, puis qu'on peut attirer, puis qu'on peut manifester des trucs, ça crée, en fait, une société, qui n'a pas d'identité, en recherche identitaire, puis ça crée une société hyper indépendante. Puis je trouve que ça crée beaucoup de chaos. Puis on se demande ben, pourquoi il y a des guerres. Puis tout le monde là, est activiste, veut aider tout le monde. Mais en même temps, on est tous centrés sur nous-mêmes. Fait que je pense qu'il faut que la société ben, réalise, qu'il y a une recherche identitaire qu'on a, puis que accepter, puis laisser tomber l'ego de je peux pas faire ça tout seul. Puis il faut que j'arrête d'être centrée sur moi-même. C'est parce que c'est très déguisé dans la guérison de soi, puis qu'on pense qu'on fait ça pour les bonnes choses. Quand tu as des blessures ou un passé comme
d'où tu arrivais, tu as envie d'être guéri, tu recherches cette Mais c'est guérison-là, ça, c'est normal. tu sais. L'intention est bonne en C'est partant, c'est ça l'affaire. Fait que c'est pour ça que ça commence un peu de même. L'intention est bonne, mais après ça, ça se transforme vraiment vers d'autres choses moins bonnes. Il y a un prêtre, je peux le dire, qui disait... tu sais, il y a toute cette industrie du bien-être qui est un mensonge, mais qui a l'air vrai, mais qui a un peu de mensonge dedans. Puis on se dit, mais c'est pas grave s'il y a un peu de mensonge, s'il y a beaucoup de vrai. Lui, il disait, tu sais, tu prendrais-tu un verre de jus à 99 mais 1 d'arsenic, tu le boirais-tu? Mais t'es comme, ben non. Puis t'es comme, mais c'est la même affaire. Ouais. Il y a un petit peu de mal, mais tu sais, c'est rien à comparer au bien que ça peut apporter. Ben, c'est juste assez pour te garder Exactement. enchaîné, en fait, à ça. Puis c'est très éphémère. Fait que dès qu'il y a quelque chose qui se démode, ben, il y a un autre... tu passes à autre chose. C'est une espèce d'industrie qui va toujours avoir quelque chose de nouveau. Là. Si c'est pas l'astrologie, ça va être le reiki, puis là, ça va être une autre affaire, puis ça va être une autre pratique, puis ça va être une autre pratique. Puis t'es enchaîné là, dans quelque chose de vraiment éphémère. Qu'est-ce qui fait que cette chaîne-là s'est brisée? Il nous reste 3 minutes à peu près. 3 minutes déjà? Qu'est-ce qui s'est fait? Jésus. Comment si je peux le dire en un tu mot, l'as croisé dans la rue? Pas dans un bar de danse. Tu serais surpris. C'est là qu'il va les chercher. Mais vraiment, moi, c'était en voyage, là, pendant que j'étais dans toute cette recherche spirituelle-là. Je suis partie en voyage au Mexique. Puis j'ai atteint beaucoup de rock bottom dans ma vie, mais celui-là était particulièrement différent parce que j'avais plus de repères. Donc, j'étais pas à la maison, j'avais pas d'argent. Un moment de dépression? Vraiment, un moment de dépression. J'avais plus de billets de retour vers la maison. Là, j'avais vraiment plus rien à quoi que je pouvais m'attacher puis essayer d'avoir un espoir. Fait que là, je me suis vraiment retrouvée sans espoir. Puis j'ai vraiment été juste à une prière de rencontrer le Seigneur. J'ai comme lancé un cri du cœur au ciel. Je savais pas encore à qui que je parlais. C'était pas nécessairement dirigé vers Jésus. Mon idée n'était pas là non plus. Ma tête n'était pas là. J'ai juste fait comme, tu sais, Dieu, si t'existes, prends le contrôle de ma vie parce que je me suis vraiment abandonnée. Puis je pense que quand on dispose nos cœurs comme ça, c'est la porte d'entrée pour Dieu. Faire comme, tu sais, là, t'es prêt à me voir. Puis le lendemain de cette prière-là, j'ai rencontré le Seigneur. Puis... Comment? J'ai reçu une paix à l'intérieur de moi. Puis, tu sais, comme qu'on parlait tantôt, quand tu faisais l'exemple du jus, tu sais, moi, j'ai médité beaucoup. Puis des heures, puis des 10 jours de silence, j'en ai fait. Il n'y avait rien qui était comparable à la paix que j'avais reçue à ce moment-là. C'était comme pas humain, ce que je venais de recevoir. Au moment, je pouvais pas appeler ça le Saint-Esprit. J'avais pas les termes pour mettre sur mon expérience. Donc, c'était vraiment juste une lumière que j'ai sentie qui est rentrée à l'intérieur de moi. Puis j'ai senti comme si j'avais retrouvé la vue. J'ai vu ma vie défiler devant moi. Ah ouais. J'ai vraiment senti ce moment où tout en moi est mort, puis tout en moi a revécu aussi. Donc, c'est pas en rencontrer quelqu'un, c'était vraiment... paradoxalement, dans la solitude où tu as eu cette Exactement. vision. C'était pas... tu sais, chacun a son témoignage d'une expérience différente, mais moi, ça a été très radical. Ça a été dans la solitude que le Seigneur est venu me rencontrer, pas à travers la Bible ou un verset ou l'Église. Une expérience un peu mystique, finalement, un peu... Exactement, tu sais. Puis directement à toi. J'étais capable de faire la différence entre l'expérience spirituelle un peu plus toxique puis vraiment l'expérience divine de Dieu. J'ai fait comme, oh... OK. T'es ailleurs, là. Oui. Comment ça évolue? Comment ça s'est traduit ensuite dans tes relations? Parce que tu gardes pas ça pour toi, là, une expérience comme ça. Tu peux pas... Faut que ça sorte, faut que ça se communique avec d'autres. Tu as rejoint une église. Explique-nous là, comment ça aboutit ensuite. Oui. Moi, tout de suite, ce jour-là, j'ai juste eu l'appel de... J'avais juste un désir vraiment profond de parler de Jésus à tout le monde. C'était comme je voulais juste le crier sur tous les toits, puis je voulais juste dire « Hey, oubliez tout ce qu'on vous a appris, là! » Puis genre, toutes les questions existentielles que vous avez, genre, est répondu par le Seigneur qui est allé à la croix. Puis moi, j'étais quand même athéiste, là. J'avais... une paire de fesses avec une croix de tatouée dedans. J'avais une Bible en envers de tatouée. J'étais vraiment loin de là. Fait que j'avais un concept de tout ça qui était un peu barbare. Puis j'étais comme, OK, là, la religion de l'homme. Puis
Non, je veux rien savoir. Mais ma rencontre personnelle avec lui, puis la relation qui s'est établie avec lui, là, j'ai vraiment compris. Ça a répondu à toutes mes questions. Puis après ça, je suis revenue au Québec. Je suis revenue vers la fin de semaine de Pâques. Donc, ma première fois à l'église, ça a été le vendredi saint. Le dimanche, je suis allée à mon église aujourd'hui. Puis 2 semaines après, je me suis fait baptiser. Ça, c'était le dimanche de Pâques, finalement, le premier dimanche où tu étais allé. Exactement. Fait que mon premier dimanche à l'église, c'était un dimanche de Pâques. C'était pas organisé du tout. La résurrection, arrangé avec le gommier vu. Exactement. C'est ça, c'est vraiment ça. Puis pourtant, c'était pas arrangé du tout. Comme je disais, moi, je venais de rencontrer le Seigneur, c'était personnel, mais ce qui était la culture chrétienne puis tout ça, je commençais mon cheminement, ma découverte là-dedans. Parce que tu n'avais rien reçu de ça à la maison, évidemment. Ta famille, non. tout ça, c'était pas cet univers-là pantoute. Non, du tout. Moi, ce que je connaissais, c'était, mettons, les pratiques plus catholiques, les communions, les trucs comme ça. J'avais cette connaissance-là, mais vraiment, la culture chrétienne, je n'avais pas connu ce genre d'église-là, que je savais pas que ça existait, puis ce genre de communauté-là non plus. Fait que pour moi, c'était comme vraiment différent. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, puis je me suis vraiment sentie que je faisais partie, que je pouvais être un enfant de Dieu, là, malgré mon passé, malgré qu'est-ce que j'ai l'air aujourd'hui. Puis ça l'a juste... Tu sais, mon témoignage de rencontrer Dieu en soi, il est beau, mais tout ce qu'il a fait après aussi, c'est assez incroyable. Ça y est, Golshin, merci infiniment pour ton histoire. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. Patrick Ducharme, enseignant en sociologie au collégial. Exact, oui. Bienvenue. Merci beaucoup. La solitude, on le disait un peu au début de l'émission, c'est un objet sociologique? Oui, mais pas assez. Je crois que la solitude est un thème qui n'a pas assez de projecteurs dans la discipline. Il y a même parfois des sociologues qui disent qu'il ne peut pas y avoir de sociologie s'il n'y a pas d'interaction. Par exemple, s'il y a 2 enfants qui jouent dans un carré de sable et qui n'interviennent pas l'un et l'autre, qui jouent isolés, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de sociologie là. Mm-hmm. Moi, je ne suis pas d'accord. On peut faire une sociologie d'un homme seul avec un robot, sa voiture. Il n'y a pas besoin d'avoir des relations avec les autres humains parce que nos relations seules sont influencées par... Pas nos relations, mais nos situations seules, en fait, sont influencées par des relations sociales qu'on a eues précédemment et vice-versa. Donc, il faut s'intéresser à ces moments-là de solitude. Ouais. Puis j'ai beaucoup aimé la proposition que vous m'avez faite parce qu'en plongeant un peu là-dedans, je me suis rendu compte qu'il s'est dit beaucoup de choses très intéressantes sur la solitude. Donc, je ne sais pas si c'est là que je commence. C'est ça le signal, peut-être? C'est le signal, Parce que je vais y aller rapidement. D'abord, moi, il y a une sociologue, comme en guise d'introduction, une sociologue que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sherry Turkle. Sherry Turkle, une sociologue de l'Internet, de la technologie contemporaine. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Les yeux dans les yeux », qui est une étude sur la conversation. En fait, l'art de la conversation se perd de plus en plus, surtout chez les jeunes. Et un des facteurs explicatifs, c'est les téléphones cellulaires. En fait, plus on a de téléphones cellulaires dans nos mains jeunes, plus on perd l'art de la conversation. Et c'est intéressant parce que... C'est-à-dire les codes nécessaires à avoir une bonne conversation. Oui, absolument. Les yeux dans les yeux, c'en est un, mais il y en a plein d'autres. Oui, Pourquoi absolument. faut faire ça? Ah oui, désolé. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le premier chapitre de son livre, qui est un livre assez costaud, et le premier chapitre est assez costaud, porte sur la solitude. C'est-à-dire que pour avoir des bonnes conversations avec des gens, il faut d'abord se recueillir, réfléchir dans une solitude saine qui n'est pas avec des écrans, là. Vraiment pouvoir laisser nos pensées vagabonder, lire, regarder le paysage, prendre des marches sans stimuli extérieur. La contemplation. Absolument, oui, la méditation, la lecture. Et puis, cette solitude-là est féconde pour des bonnes conversations ultérieures. C'est passionnant, ça fait le pont, vraiment, le lien avec ce que Marie disait en début d'émission. Il y a comme un équilibre à avoir, une espèce de conversation, justement, entre solitude, relation. Et les deux sont quand même très dépendants l'un de l'autre. On a besoin de relations pour vivre des bonnes solitudes. On a besoin de solitude pour vivre des bonnes relations. Je te suis bien? Absolument, oui. Puis, en fait, c'est historiquement, en fait, la solitude est un objet d'étude qui est assez... qui remonte à loin quand même. Puis c'est avec Hannah Arendt là, que je vais développer la grande majorité de cette chronique-là. C'est-à-dire Hannah Arendt, c'est probablement la plus importante philosophe du 20e siècle, une juive allemande, donc qui a fui l'Allemagne nazie dans les années 30,
pour s'exiler aux États-Unis. Ouais. Et puis, c'est en 1951 qu'elle a fait paraître son opus magnum, qui sont Les origines du totalitarisme, que j'ai ici, un livre qu'il ne faut pas s'échapper sur les pieds. Non, la table, elle penche un peu, absolument, d'ailleurs. oui. Mais c'est une œuvre politique majeure où Ouais. elle explique comment a-t-on pu en arriver jusqu'au nazisme. Historiquement, comment on a pu en arriver là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, d'abord, il faut comprendre c'est quoi le totalitarisme. C'est un régime politique qui vise à unifier toute la société, tous les individus autour d'une idéologie commune. Et tous les aspects de la vie des individus aussi. Absolument, oui. Vraiment, tout y passe. Puis, des totalitarismes, selon elle, il y en a deux. Il y a le nazisme et le stalinisme soviétique. Et puis, on définit le totalitarisme notamment par la méthode de la terreur, les camps de concentration, justement l'État tentaculaire qui s'occupe de toutes les facettes de la vie. Et puis là, il y a un défi majeur pour le totalitarisme, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec les individualités. C'est-à-dire que les gens qui veulent s'exprimer, qui veulent une liberté, qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce qu'on n'a pas des robots en avant de nous, on a des gens qui sont différents. Je fais juste vous regarder, vous deux, sur le divan, vous avez quand même des distinctions, des différences. C'est la même chose pour les masses, c'est pas de la pâte à modeler quand même. Non, le but, c'est d'en faire un peu de la pâte à modeler. C'est-à-dire que les classes sociales, qui étaient souvent le discours marxiste auparavant, en fait, on va en faire des masses. Les individus, on va en faire des masses. Et des masses anonymes où tout le monde est réuni autour de la cause du totalitarisme. Et c'est ça le défi, la mission du totalitarisme, de faire que les individus se fondent dans les masses. Et c'est un peu comme dans le racisme. C'est beaucoup plus facile de détester une masse qu'un individu en tant que tel. Ouais. C'est que si on réduit les gens à des groupes, c'est comme perdre toute identité, ça devient anonyme. Oui, c'est ça. Puis, ultimement, c'est qu'il y a une idéologie commune qui est, par exemple, la race aryenne ou des choses comme ça, où tout le monde va se réunir et s'oublier pour la mission de l'État totalitaire. Patrick, il y a quand même une distinction à faire chez Arendt entre solitude, isolement, et même elle utilise un mot qui n'est pas assez utilisé, je pense, dans la langue française, celui de l'essolement. Oui, c'est vraiment fascinant parce que puis même, ultimement, quand on en arrive à l'isolement, c'est vraiment étonnant à quel point c'est pas ce qu'on pense. En fait, la solitude ou l'isolement ou l'isolement, on pense que c'est interchangeable ou encore qu'il faut absolument être seul chez soi pour être totalement isolé, mais pas nécessairement au contraire. Bon, d'abord, il y a la solitude. La solitude, pour elle, c'est vraiment fondamental. Bien, le travail du philosophe ou de l'auteur, de l'écrivain, se fait dans la solitude. Une appellation qui est très intéressante. Elle dit, dans le fond, la solitude, c'est être seul parmi soi-même. Donc, c'est un moment où on va se recueillir, réfléchir, être dans ses pensées, par exemple, pour le travail du philosophe. Ensuite, il y a l'isolement. Mais l'isolement, c'est quelque chose de positif aussi pour elle. Donc, l'isolement, c'est on n'a aucun contact avec soi, mais on a un contact avec le monde. OK. Par exemple, dans une salle de classe, ou quand on est en train d'apprendre, on n'est pas nécessairement en relation avec les gens autour de soi, mais on est en train de réfléchir le monde, on est en train d'apprendre. Donc ça, on est isolé, mais on a quand même un contact avec le monde. Mais le but du totalitarisme, en fait, c'est de créer de l'isolement. L'isolement, c'est qu'on a une perte de contact avec les autres, mais aussi une perte d'appartenance au monde. Donc là, on n'a pas un processus de réflexion ou d'action. On est vraiment isolé, c'est-à-dire que là, on n'est pas en train de réfléchir le monde. Et on pourrait penser que l'isolement, ça se fait vraiment quand on est physiquement isolé, mais c'est pas ça. On a tous déjà vu dans des documentaires, dans des séries comme Apocalypse, par exemple, des masses de gens anonymes faire le salut nazi face à un discours du Führer, par exemple. Mais Hannah Arendt va dire que ces gens-là sont isolés. Ils ont beau être des milliers dans un stade, mais ils sont isolés. Comme dirait Daniel Bélanger dans sa chanson Spoutnik, « Seuls ensemble ». Oui, c'est ça. Mais vraiment, c'est une façon de... On voit la masse, mais c'est pas de voir les gens individuellement, chacun. Il y a une philosophe juive, d'origine juive aussi, là, qui est très proche du christianisme, qui s'appelle Simone Weil, à peu près dans les mêmes années qu'Hannah Arendt, qui disait que les corps intermédiaires ont un rôle particulier, en fait, névralgique dans la résistance au totalitarisme, c'est-à-dire qu'ils viennent... On parle de corps intermédiaires, la famille, l'association de quartier, le syndicat, l'Église, les voisins, le voisinage, entre l'État
et l'individu servent de pare-feu ou de tampon sanitaire, là, en quelque sorte, là, de cordon sanitaire plutôt, en protection de l'individu. Est-ce qu'Hannah Arendt évoque ça? Ben oui, dans le fond, on va dire que l'une des fonctions de l'État totalitaire, c'est de s'insérer dans toutes les instances pour éviter qu'il y ait justement... Donc, de contrôler ces corps intermédiaires-là ou de les annihiler, finalement. C'est ça, que ce soit le cinéma, par exemple, ou l'édition, ou l'école, vu que l'État contrôle tout pour éviter justement qu'il y ait des pensées divergentes. Des pensées révoltées par rapport au régime. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ces réflexions-là sur l'isolement, elle l'a à la toute fin. Ce sont les 2-3 dernières pages des origines du totalitarisme. Et pourquoi elle conclut avec ça? C'est qu'elle dit que c'est extrêmement dangereux d'oublier justement le rôle de la solitude pour aller vers l'isolement. Elle dit une belle phrase que j'aime beaucoup, puis je vais l'expliquer ensuite parce que ça peut être... Elle va dire « l'isolement organisé », donc je parlais des masses de gens anonymes là, dans des rassemblements nazis, donc « l'isolement organisé est bien plus dangereux que l'impuissance inorganisée de tous ceux qui subissent la volonté tyrannique et arbitraire d'un seul homme. » Donc, autrement dit, l'isolement inorganisé, ça veut dire que c'est des gens qui se mêlent à la masse et sans trop s'en rendre compte, et ils ne se sentent pas impuissants. Ils acceptent ce qui se passe parce qu'ils se sont fait enseigner que c'était correct de fonctionner comme ça, et c'est ça qui est dangereux. Et puis, j'en arrive, si j'ai un peu de temps devant moi, 2 minutes. à un autre sociologue ou philosophe contemporain, qui est Alain Deneau, qui lui aussi a parlé de totalitarisme, mais pas comme Hannah Arendt, il parle de totalitarisme pervers, c'est-à-dire un régime, il va nommer le capitalisme, qui vise non pas à esseler les gens, mais à les individualiser, c'est-à-dire à créer des clients. Donc, aujourd'hui, les gens sont, oui, isolés les uns des autres parce qu'ils sont des clients. Donc, quand on a des problèmes, quand on a besoin d'aide, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va acheter des services. Ce qui fait en sorte que souvent, on ne sait pas quoi faire pour se réunir parce qu'on a appris à acheter nos services, à acheter les solutions à nos problèmes. Et puis ça, bien, c'est quelque chose qui crée... d'une certaine manière, de l'essolement ou de la solitude chez les gens, mais d'un point de vue assez négatif aussi pour Alain Deneau. Ouais, si t'as un problème avec ta plomberie, t'es bien mieux d'appeler un professionnel plutôt que ton beau-frère, qu'on ne sait pas trop s'il est fiable. Mais en fin de compte, c'est ça, tu deviens un client, puis il n'y a pas cette relation-là. Bon, je fais une caricature un peu, mais on comprend le principe, là. Bien, c'est que quand éventuellement il va arriver des problèmes où les gens doivent se réunir et que soit l'argent ou le système financier ne pourra pas nous aider, bien, on n'aura pas le choix d'aller cogner chez les gens pour demander de l'aide. C'est ça qu'on a vu des fois quand il y a des problèmes, que ce soit la crise du verglas ou encore la COVID, c'est que là, on s'inquiète pour nos proches et là, on se dit, bien là, il faut s'entraider parce qu'on sait que le marché ne pourra pas toujours nous sauver. On doit demander de l'aide à nos voisins. Est-ce que ça va? Avez-vous besoin d'aide? Vous pouvez-vous m'aider? Et s'échanger des services mais comme ça. Mais hormis ces moments-là qui sont spéciaux, ces électrochocs-là dans l'histoire, dans le quotidien, on se fout pas mal de ce qui se passe chez le voisin, puis chacun pour soi. C'est un peu ça que souligne Alain Deneau, et qu'on devient un peu plus malléable, ou si on est chacun individualisé, autonome, on fait chacun ses affaires, ben finalement, on se réduit soi-même à un rôle de client et non de citoyen. Bien, c'est ça. De la même manière que le totalitarisme pour Hannah Arendt crée des masses où on oublie les individus, le totalitarisme pervers ou le capitalisme contemporain pour Alain Deneau crée des clients. Donc, c'est là où on va se trouver dans une situation où les gens vont vivre seuls et ne sauront pas trop qui contacter quand ils ont des problèmes parce qu'ils ont été déterminés à être isolés les uns des autres. Il y a comme un rapport à la souffrance aussi. Vous verrez où je m'en vais avec ça, là. C'est comme si le fait de vivre seul... on a de la misère à se tourner vers les autres quand on a un problème. Ben, tu le dis un peu, on a de la misère à se tourner vers les autres quand on a un problème. Comment accepter, accueillir, vivre les moments plus difficiles, les souffrances en relation avec nos proches, avec d'autres personnes. Il y a peut-être quelque chose qui se perd de ce côté-là. Apprendre à souffrir et à souffrir ensemble quand arrivent des événements. D'ailleurs, les grands événements comme une pandémie nous réveillent à cet égard-là. Oui, c'est ça. Ça crée une sensibilité où on se dit que, bien, à un moment donné, on a besoin d'une solidarité, on a besoin de quelque chose d'autre que l'argent pour régler nos problèmes.
Comment ça résonne chez vous, ça? Ben, moi, ça en revient beaucoup à la spiritualité puis à ma relation avec Dieu, évidemment, parce que, comme j'amenais tantôt, tu sais, ça crée une société qui devient vraiment indépendante. Puis, moi, en fait, c'est comme si j'étais blessée, puis j'étais la blessée, puis j'essayais d'être mon propre médecin. C'est comme ça fonctionne pas. Si je me casse le bras, je le sais qu'il faut que j'aille voir un médecin. S'il y a le feu chez nous, je le sais qu'il faut que j'appelle les pompiers. Quand tu as un âme brisée, c'est qui tu vas voir. Puis on fait beaucoup cette recherche-là dans... Soit que ça va être, tu sais, dans les addictions, puis les achats, tu sais, ça peut être comme tellement plein de choses. On est toujours en train de nous vendre quelque chose. On va chercher dans même les astres, le placement des astres. On pense que ça affecte comment qu'on est, puis si on fait tel rituel, puis si on fait assez de mantras, puis si on s'assied en silence assez longtemps, ça va régler nos problèmes. On vient à, dans le fond, louer la création, tu sais, que ça soit avec l'argent, que ça soit avec... Tu sais, c'est ça qu'on vient à idolâtrer, puis à aimer plus que le créateur que lui-même. le créateur lui-même, exactement. Merci, ça y est. Merci beaucoup, Patrick, pour cette chronique sur Hannah Arendt, le totalitarisme et l'isolement. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. C'est déjà tout pour cet épisode sur l'isolement et l'isolement. Marie, tu as une suggestion pour nous? Oui, le livre, comme je parlais au début, CQ, Un voyage dans la solitude contemporaine de Kristen Radko. Je suis incapable de dire son nom de famille. On va mettre la référence sur nos médias sociaux. Vous irez le lire, son nom et le livre. Merci, Marie. En 8 secondes, Patrick, une suggestion de lecture pour les gens qui nous écoutent? Peut-être une suggestion de film, un film qui s'appelle Hannah Arendt, qui n'est pas un documentaire, mais qui est un film biographique qui raconte un épisode de la vie d'Hannah Arendt lorsqu'elle a publié son livre Eichmann à Jérusalem, la controverse qui a suivi, son interprétation des crimes nazis. Donc, c'est pas très vieux comme film pour connaître un peu le personnage. Voilà. Merci beaucoup. Ça y est, Golshin, j'invite les gens à aller voir ton témoignage sur Witness Testimonies. En anglais, En anglais, pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est excellent. Puis on va suivre aussi tes activités parce que je pense que tu aimes écrire, donc ça se peut qu'on voit des choses publiées par toi bientôt. Ça se peut, oui, c'est en processus. Yeah, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci à Frédéric Berubé, James Langlois et Marie Laliberté pour la recherche pour cet épisode. Je salue aussi Barthélémy Rieu et Marianne Martin à la technique. Et on se dit à très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.